il faut reconnaître que les acteurs historiques, assureurs, mutuelles, ont apporté quelque chose d'extraordinaire qui est un modèle dont la France peut être fière. Le modèle de couverture est très, très positif et on oublie quand même que la France est l'un des pays les plus bas au monde avec le niveau de couverture le plus élevé. Donc vraiment, il n'y a aucune ambiguïté sur tout ce qui a été fait. Maintenant, il faut savoir s'adapter à la ville, à la vie, il faut savoir s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Et je crois que les historiques, pour le moment, n'y sont pas. Et c'est tout l'enjeu de Léo Caire, de simplifier et de se dire qu'on vit sereinement en ayant la bonne réponse, la bonne présence. Et bien nous, aujourd'hui, on permet aux gens, à chaque fois qu'ils répondent à une question, ça leur permet de comprendre pourquoi c'est cher ou pas cher en comprenant le risque avéré. Donc, en synthèse, Léo Caire ne fait que répondre aux attentes des consommateurs. C'est la transparence. Qu'est-ce que je vais comprendre, ce qui est quand même pas le fort du monde de l'assurance. 2, sois présent s'il te plaît dans ma vie au quotidien parce que de plus en plus j'en ai besoin. Et 3, bien évidemment, sois compétitif parce que dans mon budget ça représente beaucoup d'argent. Et c'est aussi le devoir d'une société comme la nôtre de répondre à des enjeux sociétaux et sociaux. Et c'est important, je trouve, de partager ces interrogations et ces doutes en toute transparence. Parce que finalement, si on n'a pas confiance dans son board ou dans ses investisseurs ou dans ses business angels, c'est compliqué d'échanger. Et nous, on passe notre temps à la fois à être dans le day-to-day pour que la croissance se fasse, la structure réponde, que les KPI soient au rendez-vous, etc. Et on n'a pas toujours assez de temps non plus pour réfléchir et prendre du recul. Et finalement, ces gens qui ont, il faut le dire en tout cas, un peu plus de temps que nous pour réfléchir, pour nous challenger, c'est tellement bien de se le faire en toute transparence. Parce qu'il y a un moment, une décision à prendre, elle peut être bonne de notre vue, moins bonne de la leur, ils ont une expérience, ils ont un réseau. Donc voilà, donc moi, ma recommandation, c'est qu'au moment où on fait ses choix, je pense qu'il ne faut pas se forcer de part et d'autre, et qu'à partir du moment où on s'est choisi, je crois que c'est fluide et la valeur est énorme. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends exceptionnellement le micro à Aurélie pour ce nouvel épisode de Welcome to the House. Je m'appelle Stan, je suis investisseur chez Daphne depuis un petit peu plus de 3 ans, mais aujourd'hui, c'est un petit peu particulier pour moi puisque c'est mon tout premier podcast chez Daphne. Heureusement, j'ai Aurélie pour m'accompagner. Hello Auré. Salut Stan. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de mettre en avant le CEO de notre tout premier investissement de Daphne Yellow, Christophe de chez Léo Caire. Hello Christophe. Bonjour Stan, bonjour Aurélie. Salut Christophe. Merci de m'accueillir. Christophe vient de lever 15 millions d'euros pour révolutionner le monde de l'assurance avec Daphne et nos amis de chez Ventec et du fonds londonien Felix Capital. Christophe n'est pas un start-upper comme les autres. Rennais jusqu'à la moelle, ardent défenseur de la Bretagne, Christophe a passé 20 ans dans le conseil, où il a notamment créé une entreprise qui compte aujourd'hui plus de 900 employés. Mais il y a 3 ans, Christophe a décidé de remettre en cause une situation confortable à laquelle beaucoup se seraient contentés pour se lancer dans l'aventure Léo Caire. Bravo Christophe, salut, bienvenue. Tu vas devoir nous parler de tout ça, Stan, belle intro. Yes. C'est intéressant au tout démarrage de cette histoire dont tu parles, donc de celle de Léo Caire, parce que c'est aussi ce qui a déclenché à la fois le fait qu'on travaille aujourd'hui ensemble. En 2000, il y avait ce qu'on appelait la convergence, qui était un enjeu important, puisque c'était la réunion entre ce qu'on appelait le monde des télécoms et le monde de l'information. Et j'ai eu la chance avec mes 2 précédents cofondateurs, en l'occurrence Laurent et Hugues, de vivre 15 ans incroyables où on a connu finalement les transformations digitales de tous les secteurs d'activité B2C. On a démarré en 2001, tout le monde se souvient du triple play et l'arrivée notamment de Free, et puis après on a eu l'évolution des médias, et puis après l'énergie, etc. Et quand on fait la synthèse, en tout cas moi personnellement quand je me retourne, ce qui m'arrive pas souvent, on a constaté 3 choses. C'est que les secteurs d'activité en France, B2C, ont été révolutionnés par le digital pour 3 raisons. La première, systématiquement, il y a une évolution réglementaire. C'est important pour finalement ouvrir le débat et le churn. Le deuxième point, les Français ont démontré qu'au fur et à mesure, et on le voit encore plus aujourd'hui dans l'alimentaire et les nouvelles marques, s'approprient très rapidement un service. Donc on fait de moins en moins attention à la marque,
Ce qu'on veut, c'est que ça nous serve. C'est le deuxième point. Et le troisième point, des ruptures technologiques. Parce que c'est pas Stan qui me dira le contraire, que lorsque l'on veut exister sur un marché, si tout le monde sait faire la même chose le lendemain, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc il faut bien aussi faire la différence sur ces éléments-là. Donc c'est sur la base de ces 15 ans, je dirais, multisectoriel B2C, qu'est arrivé avec Noureddine la volonté, l'énergie incroyable d'aller combattre les grands de l'assurance pour être le leader de demain. Et ouais, et donc du coup, Noureddine, qui est ton cofondateur, que tu as rencontré à quel... Comment ça s'est passé ? Eh bien, Noureddine, on se connaît depuis 2010, puisqu'on a Noureddine était le patron de ce qu'on appelait la Digital Factory à l'époque chez Niji. On a une chance, Noureddine, c'est qu'on est parfaitement complémentaires, et je crois que quand on mène la conquête qu'on est en train de réussir, forcément il faut avoir cette complémentarité, bien sûr en termes de compétences, et puis surtout cette confiance humaine. Je crois que quand on repart de zéro comme on l'a fait en 2017, que l'on regarde la taille de ceux qui sont en face de nous, il faut être assez sûr de ses assets et il faut avoir une confiance forte dans l'autre pour ne pas être abandonné aussi en cours de chemin. Et je crois que ça, c'est un élément important quand on est un entrepreneur et que l'on dit haut et fort qu'on va devenir une marque qui va marquer le marché de l'assurance et qu'on le fait à deux. Eh bien, il faut s'assurer que à tout moment, on sera bien à deux, peut-être à 3, à 5 plus tard, bien évidemment, en termes de rente. Mais voilà, ça, c'est un premier élément. On a eu la chance de travailler ensemble longtemps. On se connaît la complémentarité, la force et les faiblesses de l'autre et la confiance mutuelle qu'on a l'un envers l'autre. Et avec Noureddine, il y a un autre truc, c'est que vous avez fait un choix assez fort pour pas mal de startups. C'est que vous avez commencé à Rennes, à Cesson-Sévigné même. Mais est-ce que tu peux, nous on a vécu ça avec Swile, on a vécu ça avec Give à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça change, toi, dans le quotidien, le fait d'être à Rennes ? Parce que ton autre boîte était à Paris ? Pareil, à Rennes et à Paris, et dans d'autres villes de France. D'accord. J'y reviendrai. Je pense que ce qu'on a vécu par le passé est en train un petit peu de changer suite au confinement et au télétravail. Mais pour répondre à ta question, et tu as nommé des entreprises qui sont dans votre portefeuille, j'ai en tête d'autres exemples aussi comme ça qui ont amené une complémentarité entre une présence en province et un développement parisien. C'est vrai que si on compare au marché allemand avec les Landers ou autres, la France, on peut dire ce qu'on veut, mais les grandes marques, quand on veut faire des partenariats, c'est Paris. Et à côté de ça, on a démontré par le passé, par exemple Rennes, qui était quand même la ville des télécoms, qui a vu beaucoup de brevets, dispose aussi d'écoles de développement. Donc quand on a vécu par le passé ce qu'on avait vécu avec Noureddine, on savait qu'en étant à Rennes, en termes de technologie, de savoir-faire, de process, on allait être capable de nourrir finalement notre ambition et quelque part sans fin au regard de la taille, de la capacité industrielle technique de Rennes et de la Bretagne par rapport à ça. Maintenant, au moment où on veut se développer, qu'on fait des partenariats avec des grandes marques, qu'elles soient dans les télécoms, l'énergie, etc., on sait qu'il faut, dans le marketing, dans la dimension commerciale, exister à Paris. Moi, j'aime cette ville. Je suis pas né à Paris, je travaille à Paris, j'ai fait ma prépa à Paris je dirais pas quelle année, tellement c'est vieux. On n'aurait pas osé demander, voilà. Christophe. Je crois que c'était faut le dire, en 90. Bref. Mais plus sérieusement, je trouve extraordinaire, je sais pas, tout le monde n'a pas cette chance, moi en tout cas j'ai cette chance, à la fois de voir l'énergie technologique que l'on peut avoir dans une ville comme Rennes, et le fait de se promener dans le métro à Paris, de regarder des affiches, de rencontrer des étrangers, des fois devant des bars la nuit ou dans les boîtes de nuit, de faire des rencontres incroyables. Et quand vous voulez finalement exister, disrupter, créer une marque, il faut que vous ayez ces deux leviers clés parce qu'il faut être innovant, il faut avoir des équipes qui vous suivent, qui vont être aussi fidèles dans la durée. Vous ayez les certitudes aussi de pouvoir faire croître finalement la capacité technique. Et de l'autre côté,
c'est sans fin, puisque malheureusement souvent c'est depuis Paris qu'on va chercher l'Europe et voilà. Donc finalement le modèle que l'on fait que Noureddine, on ne fait que répliquer ce qu'on a connu. Voilà. Alors après maintenant avec ce que l'on vit, c'est vrai que c'était à l'époque on ne pensait même pas pouvoir signer un contrat avec un partenaire sans le voir et sans aller voir les achats, aller à la Défense ou bref quel que soit le lieu du siège de ce groupe. Voilà, je pense que là, il n'y a plus trop de ce sujet. Je pense que nous, on a signé... C'est bon vivre à Rennes. Alors, écoute, c'est une ville, je crois qu'il faut être honnête, il y a eu ce petit sentiment d'infériorité de Rennes, notamment par rapport à Nantes, par rapport à la taille de la ville, etc. Je crois qu'il faut être très clair, il faut reconnaître que l'investissement qui a été fait par l'État, notamment dans la voie de chemin de fer, la TGV en 1h25, c'est rien. Moi, entre les deux locaux, entre ceux de Paris et ceux de Rennes, métro compris, je crois que je mets 2 heures. Donc, ce qui est quand même pas grand-chose. Il y en a certains qui, malheureusement, mettent ça le matin pour venir au travail. Donc, c'est un confort. Mais pour répondre à ta question, Rennes est en train d'avoir beaucoup d'assets. La proximité avec Paris. Je ne suis pas au office du tourisme, on est d'accord. Non, mais je réponds à la question. Tu es juste breton. Voilà. mais voilà, le métro, la création de cette nouvelle unité là où on se trouve au Champ-Blanc avec Digital Square, etc. Donc tout ça est une grosse dynamique. Je crois que c'est un asset vraiment pour les Hawkers d'être à Rennes, dans la dynamique dans laquelle se trouve la ville. J'irais jusque plus loin que Rennes, je dirais produit en Bretagne. Je crois que c'est la seule région qui a su comme ça brander une marque de production. Donc ça c'est aussi un élément. Oui, on essaye d'offrir à mes collègues, nos collègues, et je ne fais pas que l'offrir, ils construisent aussi avec nous. Trouver à la fois, je pense, ce confort, un confort de travail. Un confort de travail, pour moi, ça veut dire énergisant, de remise en cause, intellectuellement, d'être challengé. Se dire que ce que je suis en train de développer, ça sera demain dans des millions de mains de Français. Aujourd'hui, c'est dans plus de 200 000 poches. Demain, ça sera dans plusieurs millions. Donc, je pense que c'est aussi assez satisfaisant par rapport à ça. Et en effet, d'avoir un cadre de vie qui permet d'avoir la ville de Saint-Malo à un peu plus d'une demi-heure en voiture. Et les Queen Amman, et les galettes saucisses, et tout ça. Bah ouais, on imagine, ça donne envie. Christophe, on peut en profiter parce que vous avez une croissance qui est complètement dingue en ce moment. Vous allez recruter des tonnes de gens. Vous recrutez à Rennes ou à Paris, là? Eh bien, écoute, les deux, Stan. Comme tu le sais, tu as validé le BP. Mais attendez. Est-ce qu'on peut quand même repartir avant de parler de tout ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites chez Les Hawkers? Yes, c'est Stan, il m'a emmené tout de suite là. Parce que ça doit être une évidence maintenant, normalement. On voulait te parler aussi de toi, on voulait parler de l'aventure, de Noureddine, de votre rencontre, on voulait parler du fait que vous étiez basé à Rennes, mais on n'a toujours pas parlé de ce que fait et qu'est-ce que Les Hawkers est en train de résoudre. Et comme tu dis, vous êtes en train de réussir une conquête. Tout à fait. Alors c'est laquelle? Comme je reprends juste Stan, on a fait plus de x7 de notre chiffre d'affaires sur 2020. Donc dans le contexte que l'on connaît, on va rester humble, mais on peut être quand même satisfait du travail accompli. Je pense que le Covid, je suis désolé de dire ça, mais c'est une réalité, a été une opportunité incroyable pour les Hawkers. Parce que le Covid a démontré, là où finalement la vision qu'on peut avoir de l'assurance, en tout cas les assureurs historiques ont cette vision, en gros, un jour je te séduis, ça s'appelle la souscription, et puis un jour il y a de la suspicion, ça s'appelle gestion de sinistre. Et entre les deux, je ne sais pas qui tu es, et ça dure 5 à 6 ans, parce que c'est à peu près la moyenne par rapport à un sinistre. Je pense qu'à la date, dans la ville, dans notre vie aujourd'hui, au sens consommateur digital, c'est tout simplement inacceptable de payer chaque mois entre 50 et 60 euros pour sa voiture et une dizaine d'euros, vingtaine d'euros pour son logement. Tout ça cumulé dans son budget mensuel, on ne peut plus accepter de dire simplement qu'on espère que dans 5 ans, ça va servir à quelque chose. Et le Covid a démontré que j'ai été en situation, malheureusement, de laisser la voiture dans le parking pendant 3 à 4 semaines, qu'on m'a demandé de justifier ma capacité à faire du télétravail, que j'ai hiverné ma moto un peu plus longuement. Eh bien, la réponse de Les Hawkers, c'est simple, c'est dans la poche, c'est en 2 clics, et ça permet d'avoir la bonne couverture, au bon moment, et bien évidemment au bon prix. Et quelque part, le premier pari de Les Hawkers est déjà gagné, puisque nos clients utilisent l'application en moyenne 2 fois par mois, un peu plus de 2 fois par mois. Ce qui montre bien, alors peut-être le Covid accentue parce qu'on se pose plus de questions. On se dit, est-ce que dans telle ou telle situation, est-ce que je suis couvert? Est-ce que je peux le modifier? Voilà.
Je pense que il faut reconnaître que les acteurs historiques, assureurs, mutuelles, ont apporté quelque chose d'extraordinaire qui est un modèle dont la France peut être fière. Le modèle de couverture est très positif et on oublie quand même que la France est l'un des pays les plus bas au monde avec le niveau de couverture le plus élevé. Donc vraiment, il n'y a aucune ambiguïté sur tout ce qui a été fait. Maintenant, il faut savoir s'adapter à la ville, à la vie, il faut savoir s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Et je crois que les historiques, pour le moment, n'y sont pas. Et c'est tout l'enjeu de Léocare, de simplifier et de se dire qu'on vit sereinement en ayant la bonne réponse, la bonne présence. Et je terminerai sur un point qui est important, c'est la transparence. Quand je vois Guillaume du Slip Français dans les coms, aujourd'hui on voit la carte et on sait que la ceinture a été faite là, la chaussette là, enfin voilà. Quand on voit Yuka dans l'alimentaire, donc aujourd'hui, il n'est plus question de consommer un bien sans comprendre. Je crois qu'on l'accepte plus. Et on est les seuls aujourd'hui sur le marché français, je crois que même en Europe, à exposer avec transparence ce qu'on appelle le modèle actuariat. Désolé pour ce terme un peu métier, mais en gros pour comprendre pourquoi on paye cher ou pas cher. Et bien évidemment, il y a des villes où il y a plus de sinistres que d'autres. Ça s'appelle le vandalisme, malheureusement. Il y a des villes qui sont plus enclins à subir des problèmes de pluie, etc., de sécheresse. La sécheresse qui va être un gros problème dans les prochaines années, notamment pour l'assurance. Mais globalement, il faut comprendre. Eh bien, nous, aujourd'hui, on permet aux gens, à chaque fois qu'ils répondent à une question, ça leur permet de comprendre pourquoi c'est cher ou pas cher en comprenant le risque avéré. Donc, en synthèse, Léocare ne fait que répondre aux attentes des consommateurs. C'est la transparence. Qu'est-ce que je vais comprendre, ce qui est quand même pas le fort du monde de l'assurance. 2, sois présent, s'il te plaît, dans ma vie au quotidien parce que de plus en plus, j'en ai besoin. Et 3, bien évidemment, sois compétitif parce que dans mon budget, ça représente beaucoup d'argent. Et c'est aussi le devoir d'une société comme la nôtre de répondre à des enjeux sociétaux et sociaux. Ah bah écoute, je crois qu'on est, on est au clair là maintenant. Écoute, tu voulais lancer ta question ? Non. J'ose plus revenir sur le recrutement. Du coup, si je veux bosser dans cette assurance du futur, il faut que j'habite où ? Je crois que partout sur le globe, on a démontré, notamment avec le premier confinement, qu'on a traité le confinement au sens physique de nos collègues dans le week-end. C'est-à-dire chacun a pris son PC sous le bras, pouf, que ce soit les équipes de customer service, l'équipe produit, les équipes de développement, etc. Je dirais que ça n'a eu aucun impact, sincèrement, de productivité pour nous. Donc, je pense que si on a du talent, si on a une énergie, si on se sent à la fois conquérant sur un marché et aimer être challengé, je pense qu'on peut être partout dans le monde pour travailler chez Léocare. Alors, en étant un peu plus concret, on a dans notre organisation plutôt mis la partie technologique et customer service donc dans nos locaux de Rennes et la partie produit et business sur Paris. D'accord. Mais encore une fois, je crois qu'on a pris une leçon. Alors, vous connaissez certainement mieux que moi le marché européen, mais pour connaître la Finlande, la Norvège, etc., ça fait bien longtemps qu'on a le droit en Finlande de travailler chez soi 2-3 jours par semaine et on n'est pas tagué de se cacher ou de pas être efficace. Donc nous, on est en train de le découvrir, la société à découvrir. Ça nous oblige, surtout les grands groupes, je pense, en termes de management, à regarder différemment. On doit mesurer la performance sans être sûr que la personne qui est dans le bureau à côté fasse son travail. Donc Stan, pour répondre à ta question, voilà à peu près les 2 barycentres quelque part pour Léocare. Mais quand on veut quand on veut devenir l'acteur et être reconnu dans ces éléments différenciants, il faut être capable, je pense, d'aller prendre les talents là où ils sont. Et je crois que l'enjeu, c'est pas de savoir où ils sont, c'est surtout à Léocare de savoir les intégrer, et quel que soit leur univers. Nous, aujourd'hui, je crois qu'on a une diversité incroyable dans cette entreprise. Et je vais le dire avec émotion dans ma voix, mais j'en suis fier. Qu'on ait des gens d'origine sociale différente, d'origine ethnique différente, d'âge différent, de culture sociale différente. Et je peux vous promettre que ça crée une richesse incroyable. Parce que les gens qui sont là, ils ont pas un combat personnel, en tout cas, ils ont un enjeu, ils ont un objectif personnel, mais au global, tout le monde regarde dans la même direction. Et c'est extraordinaire de voir finalement ce qu'on a su faire déjà pour cette première étape,
en termes, je me retourne vers Stan, en termes de CAC, en termes de KPI, en termes de multiplication par 7 du chiffre d'affaires, la technologie qu'on est capable de mettre en place, dont on est propriétaire et qui a été brevetée. Voilà, tout ça n'a pu être fait que par, je dirais, l'énergie individuelle et notre capacité quand même à Noureddine d'en faire quelque chose de collectif. Donc je terminerai sur ta question en disant qu'il faut qu'on aille chercher les talents là où ils sont et surtout il faut qu'on continue à s'enrichir de la différence. Parce que l'assurance, on est dans du B2C et donc finalement tout le monde est un client potentiel et quelque part les personnalités et les enjeux de chacun doivent être dans les OKR. Donc c'est aussi une bonne façon de s'assurer qu'on n'oublie personne en ayant cette diversité. Et ben merci. Merci, ouais, carrément. Moi, je voudrais changer de sujet complètement parce que là, vous avez levé 15 millions, t'as 20 millions sur le compte en banque. Yes. La vie est belle. Mais alors rémunéré à 0,15%. C'est 4. Voilà. On est surtout là pour le valoriser. Et si on revient un peu en arrière, vous avez fait un truc qui est super rare sur les startups françaises, c'est que vous avez levé des fonds auprès de particuliers. Yes. Alors on va faire un peu de pub. Vous avez utilisé la plateforme Krypton, mais vous avez fait ce qu'ont fait les Revolut en Angleterre, ce qu'ont fait les N26 là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Grand moment de frustration. C'est-à-dire que la France a cette particularité au monde d'avoir à peu près 40% du marché détenu par les mutuelles. Avec cette approche qu'on connaît, on dit sociétaire, qui n'existe nulle part ailleurs, où quelque part on prend son assurance et on devient, entre guillemets, un petit bout actionnaire de la mutuelle. Nous, c'était notre conviction. Quand on a ouvert le capital aux Français, c'était vraiment de se dire, on doit être... beaucoup de gens se disent, moi j'aurais aimé mettre de l'argent dans Google, dans Tesla, etc. Mais je suis pas dans cet univers, j'ai pas le réseau, j'ai pas de chance, ça me passe sous le nez, au-dessus de ma tête. Voilà. Nous on a dit, à partir du moment où on va changer le marché de l'assurance, que c'est pour vous en tant que particulier, eh bien on vous offre la possibilité aussi de vous enrichir. Soyons clairs, partageons la valeur, c'est aussi simple que ça. À l'époque, il y a eu 287 personnes, je crois, qui ont investi pour un montant qui doit être aux alentours de 100 et quelques mille euros. Mais je peux vous dire que l'histoire, elle est magnifique parce que ceux qui viennent vers nous, qui nous racontent pourquoi ils ont mis de l'argent, comment ils le racontent à leurs proches, et voilà. Et quand ils voient en effet ce tour, cette série A et la valorisation qu'on est en train de faire, eh bien, on ne peut être que satisfait de ce qu'on a fait. Et on l'a vraiment fait. Pas parce qu'on avait besoin de faire un bridge et c'était absolument, c'est vraiment pas pour l'argent que ça a été fait, c'est vraiment pour la notion, peut-être ce terme va faire un peu simplet, mais vraiment pour la philosophie dans laquelle on a voulu projeter l'entreprise et montrer que l'innovation, que la croissance que l'on réalise et l'enrichissement que l'on va faire pour nos actionnaires va être accessible à tous. Et donc c'est pour ça qu'on avait... Et la petite histoire derrière, c'est qu'on avait choisi Krypton parce qu'on était donc sur Plateforme 58, qui était un incubateur de la Banque Postale. Et il se trouve que Marc et ses équipes étaient nos voisins de bureau. Et on s'est tout de suite compris. Il y avait d'autres plateformes que vous connaissez mieux que moi, qui étaient un peu plus exigeantes, compliquées, qui comprenaient pas ce qu'on cherchait à faire. C'est-à-dire que nous, on n'était pas là pour aller chercher des business angels, on les avait en direct. On était vraiment là pour aller chercher les Français, pour que ces Français deviennent actionnaires de l'EOCare. Et tu reviens là sur les business, enfin sur les notions de business angel. Vous avez une particularité quand même, c'est que vous êtes accompagné par certains qui sont parmi les business angels les plus demandés de toute la place. Je pense à Hugues Lebret, qui est le cofondateur de Compte Nickel, qui l'a revendu. Tu me corrigeras, je crois que c'est dans les 300 millions d'euros. Je préfère que ce soit eux qui le disent. Je connais le prix, mais en tout cas, disons que c'est les indiscrétions qui circulent. Ouais. Vous avez Didier Vallet, qui est l'ancien numéro 2 de la SOG. Comment vous avez réussi à attirer des gens de ce calibre-là et comment ils vous aident au quotidien au-delà des fonds? Alors, je vais être honnête, je ne sais pas. Plus sérieusement, dans notre tout premier investisseur, il y a Jacques Verlingue, qui est à la fois une famille bretonne et je crois le plus gros courtier indépendant en France. Je crois que c'est une société qui doit faire à peu près une collecte de 2 milliards d'euros de primes par an. Et Jacques donc nous a fait rencontrer un banquier d'affaires qui m'a mis en relation avec Didier.
Et j'espère que Didier n'écoute pas quand je vais dire ça, mais la personne me dit oh là, tu vas voir, c'est un banquier, il est pas drôle, ça va pas être facile pour toi. Désolé Didier. Hein, ah bon. Et ça va être sympa le board. Le prochain board en avril va être dur pour moi. Plus sérieusement, ça a été génial. C'est-à-dire qu'avec Didier, on a passé une demi-heure, 3/4 d'heure à discuter. Ça devait être très court. Et puis voilà, je pense que lui et moi, on avait une frustration de ne pas avoir assez de temps de continuer. On a beaucoup échangé avec Didier en février, du confinement, donc février de 2020, pardon. Voilà, on a échangé. Je ne sais pas si Didier finalement avait envie au début d'investir, mais je crois que c'est l'échange. Donc, je pense que la relation humaine est importante au moment où on cherche à échanger. Je crois qu'il ne faut pas se forcer de part et d'autre. C'est-à-dire que si on veut faire des belles choses, des grandes choses, il faut que de part et d'autre, on ait confiance. Et je crois que vraiment, l'élément clé dans une relation entre les fondateurs et les business angels, il faut qu'il y ait une confiance. Donc, je crois que c'est ce qui a été nourri gentiment. Ça n'a pas été une décision j'y vais pas. C'est le temps qui nous a permis de nous découvrir. Donc, c'est comme ça que Didier donc, a rejoint à la fois en tant qu'investisseur et board member Léo Caire. Et c'est lui qui nous a mis en relation avec Hugues en disant, voilà, au regard de ce que vous êtes, etc., du projet, moi je connais très bien, ils ont une histoire bien sûr ensemble très, très longue au cours de la Société Générale. Et en effet, c'est comme ça qu'on a eu la chance d'avoir à la fois et Hugues, et Didier, et Jacques dans notre board. Comment ça fonctionnait, puisque maintenant ils nous ont rejoints avec vous? Je crois que ça fonctionnait de manière, je vais le dire, extraordinaire. C'est-à-dire d'une simplicité, d'une transparence dont on a tous besoin. C'est pas parce que j'ai bientôt 49 ans que je sais tout et j'ai fait des bêtises et bien évidemment j'essaye d'en faire le moins possible, mais j'en ferai d'autres. Noureddine a une expérience aussi qui vient nourrir bien évidemment Léo Caire. Et c'est important, je trouve, de partager ses interrogations et ses doutes en toute transparence. Parce que finalement, si on n'a pas confiance dans son board ou dans ses investisseurs ou dans ses business angels, c'est compliqué d'échanger. Et nous, on passe notre temps à la fois à être dans le day-to-day pour que la croissance se fasse, la structure réponde, que les KPI soient au rendez-vous, etc. Et on n'a pas toujours assez de temps non plus pour réfléchir et prendre du recul. Et finalement, ces gens qui ont, faut le dire en tout cas, un peu plus de temps que nous pour réfléchir, pour nous challenger, c'est tellement bien de se le faire en toute transparence. Parce que y a un moment, une décision à prendre. Elle peut être bonne de notre vue, moins bonne de la leur. Ils ont une expérience, ils ont un réseau. Donc voilà. Donc moi, ma recommandation, c'est qu'au moment où on fait ses choix, je pense qu'il faut pas se forcer de part et d'autre. Et qu'à partir du moment où on s'est choisi, je crois que c'est fluide et la valeur est énorme. Voilà, moi, je recommande en tout cas fortement. Et du coup, entouré maintenant donc des meilleurs BA, des meilleurs VC, quel est, alors, et en plus vous allez recruter, quel est votre plan là? Qu'est-ce que vous allez faire? 20 millions sur le compte en banque. 20 millions sur le compte en banque, on le répète. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois qu'on peut partir de finalement l'analyse qui avait été faite par Frédéric et Suzanne de chez Félix, Jean de chez Ventec et Stan et Pierre-Yves donc de chez Daphni. On a des fondamentaux, c'est-à-dire sur l'approche de Léo Caire, qui est une approche d'accompagner le foyer dans tous ses enjeux, pas une verticale, avec des KPI donc clés, qui sont bien sûr la LTV, le CAC et tout ça. Et donc on a écrit ensemble je crois que pour être transparent, on a dû rencontrer un peu plus de 22 ou 23 fonds en 15 jours quand on a fait notre roadshow, donc grâce au Covid, on va dire. Donc ça a été très, très rapide, des fonds anglo-saxons, des fonds américains, etc. Et nous, on a essayé de ne pas vendre des choses incroyables. Alors peut-être qu'il ne faut pas le dire quand on est dans un VC, mais on a surtout voulu convaincre l'équipe, Stan, que ce que l'on allait faire, on y croyait et qu'on avait besoin d'aide au sens financier, mais aussi surtout du réseau, des compétences et d'être challengés, nous aider dans le recrutement, etc., pour pouvoir écrire l'histoire. Donc cette histoire, pour le moment, elle répond en tout cas à ce qu'on a raconté ensemble. On est pour aller chercher 1 million de clients, c'est clair, c'est notre target à 2025, donc on est sur la pente, on est bien sur une exponentielle clairement dans notre développement.
Les fonds, ils nous servent à la fois, on est du B2C, donc on sait très bien qu'il y a des enjeux d'acquisition, de partenariat, de distribution. On peut y revenir après. Et puis de l'autre côté, la partie structuration. Pour être concret, 2021, c'est bien sûr à la fois d'avoir les moyens d'aller plus vite en termes de croissance. Aujourd'hui, on était limité par des éléments financiers pour ne pas aller plus vite. Donc ça, c'était un petit x7. Un petit x7 par rapport à ça. Mais donc voilà, on était limité. Il faut être très clair par rapport à ça. Le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, les 24 000, presque 25 000 clients de Léocare sont venus en recherchant un service qui les aide dans leur quotidien. Et derrière, ils découvraient Léocare. Ce qui est assez souvent le cas, je pense, pour toutes les startups. On trouve le truc intéressant et on ne cherche pas le nom. Notre enjeu aujourd'hui, c'est qu'ils viennent en choisissant Léocare pour vivre cette expérience. Et donc, c'est tout l'enjeu aussi du développement de la marque, de la notoriété, qui est, je pense, nécessaire pour être le leader en France et demain en Europe. Ah bah on espère bien. Et attends, j'ai le stickers en face de moi et je me rends compte qu'on n'a même pas dit quel type d'assurance vous proposez aujourd'hui. Yes. Alors, comme on se l'est dit, nous, ce que l'on cherche à faire, c'est accompagner le foyer. C'est faire que dorénavant, je vive beaucoup plus tranquillement parce que pour mon assurance scolaire, quand les enfants rentrent, s'ils ont l'application Léocare sur leur téléphone, je sais qu'ils sont rentrés. Parce qu'on lance le service Tech Care, qui est un service qui va être embarqué dans l'application, qui va m'accompagner pendant que je conduis pour faire de la prévention. Donc, on est à la fois dans le foyer, donc pour les propriétaires et les locataires et les propriétaires qui louent leurs biens, et dans les mobilités. Alors, bien évidemment, la première, c'est l'automobile. Léocare est devenu, je crois que c'était mi-janvier, le premier assureur de Tesla Model 3. On est fiers. Voilà. Donc c'est intéressant de voir finalement que des clients qui aiment l'innovation, je pense, c'est un peu, j'imagine pour ça, au-delà du fait éco-responsable, mais il y a ce côté innovation, choisissent Léocare, ce qui correspond certainement aussi au mode de vie et d'usage du mobile. Donc la voiture, le deux roues. J'en profite, on lance un partenariat assez sympa avec Cosmo Connected, là, qui est un objet connecté qu'on met derrière son casque, qui va être disponible gratuitement pour tous nos clients parce que on est un assureur et avant tout on veut protéger nos clients avant de traiter leurs sinistres, et voilà, on essaie de donner des éléments qui leur donnent plus de sécurité dans leur day-to-day. Et aussi pour répondre à la question de Stan, on a le smartphone, et en 2021 donc on sortira un autre produit. Je lance ici, donc devant ce micro, un challenge à Marc Simoncini. Donc Marc, je t'attends lorsqu'on lance donc l'assurance vélo pour faire ensemble une petite vidéo. Je serai bien évidemment. Et ma deuxième demande à Marc Simoncini, c'est je veux un Angel Bike, bien évidemment violet, aux couleurs de Léocare pour ces vidéos et le lancement. Voilà, merci beaucoup. On va s'occuper de ça. Et Marc ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu du coup. Voilà. Je compte sur vous. Bon bah super, écoute, ça nous donne une belle vision de ce que vous êtes, ce que vous allez faire, ce que vous comptez apporter, et c'est beau, bravo, et bon courage. Non, et puis on va quand même finir, attends, on n'a pas fini. Là on fait un petit merci à la fin, mais on avait des questions à la fin. On voulait savoir la dernière fois que tu as dit je t'aime. La dernière fois que tu as dit je t'aime, la dernière fois que j'ai écrit et que j'ai dit je t'aime, c'est à mon fils Clément, qui a eu 21 ans vendredi dernier, et que je lui ai demandé, Clément, quel est le plus beau cadeau, voilà, on parle pas d'argent, et donc il m'a répondu qu'il voulait trouver un travail qui fasse le mix entre l'équilibre perso et pro, et donc je lui ai écrit, écoute, je t'aime. Oh. Voilà. J'adore cette question parce que bon, voilà, on sort un peu du contexte Léocare. Et la deuxième, vas-y. Quel est l'entrepreneur Christophe avec lequel tu rêves de prendre un café? Waouh, je crois que c'est dur parce qu'une seule, c'est dur. Ça m'embête de faire un truc bateau, mais parce que Tesla Insurance est très loin d'être à notre niveau, je crois que j'ai envie de donner une leçon sur l'assurance à Elon Musk.
Très bon. Attends, moi j'en ai une. Vas-y. Quelle est... Pardon. Alors, ensuite, ta dernière recette que tu as réussi. Alors là, faut pas que je mente parce que ceux qui vont m'écouter le que tu as réussi est important dans la question. Je dois être fort en gâteau au yaourt. Alors si, on se moque toujours de moi parce que quand on est à la mer ou autre, le samedi à cette période, je fais Saint-Jacques-Riz. Donc c'est hyper facile à faire, c'est juste savoir ouvrir des Saint-Jacques, les mettre à la poêle avec du beurre et savoir bien. Voilà, c'est à peu près, je crois, mon niveau plafond. Voilà, faut que je regarde certainement plus les émissions à la télé pour. Et l'entrepreneur n'a pas le temps. Mais du coup, la dernière question est extrêmement logique parce que tu vas avoir une super recommandation de resto pour nous. Ah ouais, surtout en ce moment, c'est compliqué. Si on va à Rennes, on va où ? Il y a rue Paul Bert à Paris, une famille de restaurateurs. Je crois qu'ils ont 3 ou 4 restaurants qui s'appellent... alors, ils en ont 4, je ne sais plus les noms. Les Cahiers du Bistrot, je crois. Ou Bistrot Les Cahiers, je ne sais plus, c'est un des deux. Et il se trouve que à côté de Névé, il y a c'est leur restaurant, entre guillemets, d'été. Et on y mange un homard frite au ras de la veine. Et franchement, je vous recommande ce petit moment magique. Ah bah tu nous as donné faim, là, il est 12h. On a bien envie, on se projette pas mal. Le bistrot des Cailleux, du coup. Ah, c'est ça. Et enfin, moi j'en ai une dernière quand même. Est-ce que pour savoir si tu connais bien ton cofondateur, Noureddine, qu'on salue. Voilà. Est-ce que tu connais la taille de Noureddine ? Combien mesure Noureddine ? Alors, certainement qu'au centimètre près, il va m'en vouloir, je vais me tromper, mais il pourrait pas faire pareil l'inverse, donc tac. Non, plus sérieusement, je pense que Noureddine doit mesurer entre 1m78 et 1m80, je pense. Waouh. Toi, tu sais la réponse ? Eh bien, moi, je sais, c'est 1m75. Voilà. Donc, Et où est née Noureddine ? Ah, Noureddine est née à Alger. C'est une belle histoire pour nous. Ça fait aussi partie de la culture de l'entreprise Léo Caire. On parle de la Bretagne parce qu'on y est, mais je crois aussi que toute cette ouverture sur le monde et notamment sur le Maghreb et l'Afrique, c'est aussi le cas d'Abdoul, notre collègue qui est du Sénégal. Enfin, je pourrais vous citer aussi pas mal de cas dans l'entreprise, ou Maïma qui est du Maroc. C'est juste génial. Et finalement, nous deux, dans cette mixité à la fois Maghreb et France bretonne, elle se voit dans nos collègues. Et je réponds à la question tout à l'heure de Stan. Cette diversité, on veut la nourrir, on veut l'enrichir parce que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et je crois que ça fait partie des éléments aussi différenciants et des objets de notre réussite. Ouais, c'est... Et entre les Queen Amman et les cornes de gazelle, à mon avis, moi, chez Léo Caire... Alors, je crois que le problème, c'est pas régime, hein. Voilà. Ça sponsorise le sport, en réalité. C'est vrai. Je pense que si je ne suis pas capable moi-même de faire le Kouign-Amann, je crois que Noureddine, si tu m'entends, tu sais que tu n'es pas capable tout seul de faire non plus les cornes de gazelle. Donc, on sous-traite. On sait les manger, par contre. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon, bah merci beaucoup. Je crois qu'on a terminé pour de bon. Christophe, merci. Franchement, bravo. Merci d'être venu. Continuez à être les meilleurs dans l'assurance. On compte sur vous. On est très heureux. Moi, je dis on, mais c'est surtout Pierre-Yves et Stan dans l'équipe investissement qui accompagne l'équipe de Léo Caire. Et merci encore, en tout cas, de nous avoir fait confiance. C'est une aventure humaine et pour nous aussi. Parce que moi, je suis un peu extérieure à tout ce qui se passe pendant les levées de fonds. Mais on choisit aussi nos entrepreneurs dans ce mode-là, en mode c'est une aventure humaine. On a besoin de se faire confiance et je crois que je parle pour Stan et Pim, mais je crois que c'est le cas et on est très heureux. Et on a hâte de voir la suite de l'aventure. C'est clair. Stay tuned. En tout cas, merci. Et c'est un moment très sympa que je recommande vivement. Merci à vous. Merci. Merci Salut. beaucoup. Bye.